Bonjour à tous, à toutes, et bienvenue sur notre masterclass Motiver ses équipes sans budget. Alors, on est vraiment ravis de vous avoir parmi nous pour explorer ensemble ce sujet qui est assez essentiel pour tous les managers et chefs d'équipe, quelle que soit la taille de votre entreprise et quel que soit votre budget. Le sujet est assez universel et on connaît très peu d'organisations qui peuvent prétendre ne pas avoir de problème de motivation de leurs équipes. Donc, omniprésent dans l'industrie, les commerces, les industries de services. On en parlait même avec Melinda, les ONG qui doivent travailler avec des bénévoles qui ne sont pas payés, donc ils n'ont même pas cette motivation-là. La fonction du public. Moi, j'ai aussi pas mal de clients en coaching dans la fonction publique et donc les incitations financières, les reconnaissances et les perspectives d'évolution sont assez limitées. Bref, le sujet concerne tout le monde et c'est pour ça que avec Mililda, on s'est dit, on y va, on y va. On commence aujourd'hui à en parler. Moi, je suis Raphaël et donc je présente cette masterclass avec Melinda, ici présente, toutes les deux en qualité de coach de vie et business coach certifié. Moi, j'aime bien me présenter comme un partenaire de croissance parce que j'accompagne mes clients dans leur développement personnel, leur évolution de carrière et le développement de leur entreprise. J'ai également travaillé 20 ans en entreprise, essentiellement en finance, en France et puis la moitié du temps en Angleterre. Ce qui me donne aussi une perspective, j'allais dire, assez riche et concrète du business. Et le fil conducteur de mon travail, c'est vraiment d'allier le bien-être avec la performance. Donc, la motivation en entreprise, c'est vraiment au cœur de mon activité. Comment générer de la motivation, c'est aussi comment générer du bien-être, comme on va le voir, pour nos collaborateurs et puis aussi leur donner envie d'avoir envie, puis aussi pour nous, en fait, hein, pour que ce soit plus agréable de travailler et de rentrer, j'allais dire, dans cette espèce de cercle vertueux où on a plus de résultats, plus de créativité et puis, bon, voilà, plus de fun. Mélinda, je te laisse te présenter. Ouais, bah alors moi c'est tout pareil que Raphaël, dans le sens où c'est pareil, voilà. On est coach, je suis coach certifié aussi, et je travaille en Angleterre aussi en entreprise pendant très longtemps. Mais c'est bon, c'est pas là qu'on s'est rencontrés, ceci dit, avec Raphaël. Et le truc vraiment qui m'intéresse, c'est les neurosciences. Donc moi je suis coach spécialisé en neurosciences et notamment en neurosciences motivationnelles. Donc autant vous dire qu'on est en plein dedans. Et en fait, j'applique avec mes clients les neurosciences dans la vente, le management, la performance et la motivation, tout ça pour aussi plus de bien-être et de performance en entreprise. On s'est dit, on va commencer directement par planter le décor et on a un petit quiz pour vous, une petite question. Donc, je vous laisse en fait répondre dans le chat, ce sera plus simple. Combien, selon vous, d'employés se sentent engagés dans leur travail? Donc, Est-ce qu'on option a 1. 10? Ouais. Ouais. On a un peu cherché parce que curieusement, il n'y a pas beaucoup, c'est un sujet qui intéresse tout le monde, mais il n'y a pas beaucoup d'études. En fait, c'est pas facile de faire des études sur le sujet. Donc, on va passer pas mal de temps avec Gallup aujourd'hui parce que Gallup, en fait, assez avancé côté RSA parce que dès 2017, ils ont fait une étude qui s'appelait le State of the Global Workplace, qui a été faite sur plus d'une centaine de pays et qui justement porte sur le taux d'engagement des employés au travail. Dès 2017, en fait, Gallup annonce un faible engagement des équipes avec le gagnant 10% des salariés globalement engagés au travail. Ça porte sur une centaine de pays. Donc, c'est vraiment un phénomène très global. En 2021, Gallup, toujours, reporte pour le cas français uniquement un taux de 6%, ce qui passe la France dans les pays européens les plus bas. Et en 2023, Gallup a remis à jour son étude et la France apparaît avec un taux d'engagement moyen de 7%. 7%, c'est en gros, on est les avant-derniers de la classe en Europe. On est juste devant l'Italie qui est à 5%. Le problème de ma motivation, c'est un problème global, mais c'est aussi un problème français.
Mais il y a un truc qui est intéressant, c'est que bon, déjà, 50% des Français vont considérer que le salaire est le principal facteur de motivation au travail. En tout cas, c'est ce qu'on voit dans les sondages. Mais bon, il y a quand même les autres 50%. Donc, il n'y a pas que ça. Et surtout, le point qui est, enfin, que moi je trouve hyper intéressant, c'est quand il y a eu toutes les études qui ont été faites sur l'effet d'une augmentation salariale sur la motivation, montre que finalement, l'impact que ça a et l'effet que ça a sur la motivation de la personne, eh ben, ça ne dure pas très très longtemps. Et ça dure environ entre 2 et 3 semaines selon un monsieur qui s'appelle Zweig, Segal, je ne sais pas comment on prononce, mais qui est docteur en psychologie du travail. Donc, en fait, finalement, oui, alors on va pas vous dire de ne pas payer les gens parce que c'est pas l'idée. L'idée, c'est effectivement de payer les gens et, et de les motiver autrement. Mais de toute façon, si on ne se concentre que sur l'argent, ça ne permet pas une motivation durable. Et moi, je voulais rajouter, parce qu'on en parlait justement, en fait, moi, je parlais un peu j'ai dit, j'ai passé 20 ans en finance, et notamment à Londres. Alors, on pourrait penser que dans le secteur bancaire que je connais bien, en fait, que les gens sont plutôt bien payés. Et donc, a priori, si on se disait que le salaire, en fait, c'était un facteur de motivation et de rétention des employés, il y a énormément de turnover sur la place bancaire. Et essentiellement, généralement en février, parce que les bonus sont payés fin janvier à Londres. Et donc en février, à partir du 15 février, les gens, voilà, ceux qui veulent partir, comme mieux ailleurs, ou voilà, ils démissionnent juste après avoir reçu en fait leur bonus. Donc il n'y a pas du tout cet impact, on se dirait, de fidélisation en fait avec des bonus. La période Covid a impacté la motivation des salariés. Alors, je ne sais pas enfin, si tu veux répondre, Raphaël. Moi, mon point de vue, c'est surtout que oui, ça touche directement à la motivation. C'est juste que, pour moi, on s'est rendu compte qu'il y avait une autre façon de faire, c'est-à-dire que justement, on nous a ouvert d'autres possibilités et du coup, d'autres sources de motivation. On va déconstruire en fait qu'est-ce qui motive vraiment les gens. Et je pense qu'en fait, la période Covid, ça a forcé les gens à se poser cette question-là aussi, à avoir leur propre réflexion. Et justement, comment certaines compagnies ont commencé à s'adapter et comment il faut s'adapter justement pour répondre à ces besoins. Pourquoi c'est important d'avoir des équipes motivées? Qu'est-ce qui est important? Alors, euh, bien sûr, du miel, c'est bien, mais par quoi ça se traduit de ne pas avoir des équipes motivées? Alors, on a fait un petit point pour vous qu'on a marqué ici. En fait, on essaie de faire une petite liste en fait, de tous les impacts. Le manque de motivation, c'est énorme sur le business, financier déjà. Le coût moyen du désengagement et du mal-être au travail a été estimé selon les études entre 10 000 et 14 000 euros par employé par an. C'est énorme. Donc, baisse de la productivité. Donc, un employé engagé est en moyenne 21% plus productif et 86% plus créatif qu'un employé qui ne l'est pas. Le désengagement peut également entraîner une inefficacité de la production, des retards dans les projets, une baisse de la qualité du travail. Il peut affecter l'image et la notoriété de l'entreprise. Une entreprise avec des employés engagés est bien plus attractive pour les clients et ça peut aussi améliorer donc sa réputation. À l'inverse, les employés désengagés sont moins motivés pour fournir un service de qualité. Le désengagement peut également entraîner une perte de compétitivité sur les marchés, clairement une augmentation de turnover, ce qui veut dire des problèmes de recrutement, des besoins de formation de nouveaux employés. Et puis, côté bien-être, on a toute la panoplie des problèmes de santé, essentiellement mentale, hein, y compris le burn-out, parce que selon la définition de l'Organisation mondiale de la santé, le burn-out, c'est une combinaison d'épuisement, de désengagement et de pessimisme. Alors voilà, donc vous avez déjà clairement là un des trois éléments. Donc, en résumé, le désengagement d'employés, c'est un peu comme l'eau qui s'infiltre partout. Ça touche tous les secteurs
euh, de l'activité. Ouais, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ce qu'on veut, nous, c'est vraiment explorer toutes les stratégies qui existent pour motiver les équipes, voilà, sans forcément augmenter les budgets, pour augmenter tout le monde. Et l'idée, c'est de vous donner à chaque fois des outils très concrets. Vous pouvez repartir avec et puis les utiliser même cet après-midi si vous voulez. Mm. Alors, La, la première bonne nouvelle en plus, c'est que c'est mm, possible. C'est-à-dire on parlait au départ des 10% d'employés motivés en France, qui n'étaient pas beaucoup, mais bon, il y a quand même des entreprises où ces taux-là frisent avec les 83, 82, 80%. Notamment Google, qui est très connu pour ses pratiques innovantes de motivation. Ils ont par exemple, ils permettent à tous leurs collaborateurs de consacrer 20% de leur temps à des projets personnels qui ne sont pas forcément directement liés au travail, et on en reparlera. Mais ce qui permet de développer des compétences nouvelles et ce qui va permettre aussi, par exemple, de garder des personnes motivées, même si elles ont un petit peu fait le tour de leur travail, mais on y reviendra. Euh, mais c'est vrai que ce que disait Raphaël au début, c'est que on a énormément de mal à trouver des études qui indiquent des taux d'engagement, notamment en France, à part les données qu'on a partagées. Ce qui montre qu'il y a quand même encore un gros boulot, encore un gros boulot à faire dans tout ce qui est RSE. Mais nous, au moins, on vous a regroupé toutes les petites choses que vous pouvez faire. ce qui est intéressant, c'est que on parle de Gallup parce qu'en fait, c'est un peu la référence sur le sujet. Mais ces taux là de 83%, c'est Gallup c'est la méthode Gallup en fait pour calculer ces taux d'engagement. Donc en fait, c'est calculé sur exactement les mêmes bases, les mêmes critères que les moyennes, j'allais dire nationales ou internationales de 6 ou 10% qu'on vous a donné. Donc vraiment, quand on dit bah, taux d'engagement en moyenne en France 6%, bah, c'est exactement les mêmes critères sur lesquels Gallup a calculé un taux d'engagement de 83% sur Google. Donc, l'agenda pour aujourd'hui. Ouais, l'agenda, on va parler effectivement d'argent et de statut qui vont être des facteurs de motivation extrinsèques. On va parler de la certitude, on va voir à quel point c'est anxiogène de ne pas savoir pour le cerveau et justement à quel point ça peut démotiver. On parlera d'autonomie, qui va être un des piliers de motivation. Enfin, dans toutes les études qu'on voit aussi, ce qui est micromanagement, il n'y a pas pire des motivateurs pour une équipe. On verra comment créer du lien, parce que ça aussi, notamment dans les nouvelles générations, l'ambiance au travail, ça va être hyper important. Et on verra effectivement jouer franc jeu, le fait d'être honnête, c'est aussi quelque chose de très bien. À la fin, on vous proposera des outils pour ceux si vous voulez aller plus loin. Voilà, un truc avec un petit pack avec plein d'outils que vous pouvez ramener chez vous et puis utiliser cet après-midi, et un truc un peu plus personnalisé. Deuxième petit quiz pour vous. Quelle est selon vous la cause numéro un de départ d'un employé? Ce qu'on a fait, c'est qu'on les a mis exactement dans le bon ordre, en fait, pour se le rappeler. Donc, effectivement, la cause numéro un, c'est le manager. Donc, dans 50% des cas, les salariés quittent une entreprise à cause de leur manager. J'ai même assisté à une conférence en fait, de Gallup qui affirmait que le manager a un rôle plus important sur la santé d'un employé que son médecin. En fait, c'est une comparaison qui souligne vraiment le rôle crucial en fait, du manager sur la santé mentale des employés. Ça met en évidence l'importance des compétences en termes de gestion des ressources humaines et de leadership des managers pour créer un environnement de travail qui soit vraiment favorable au bien-être des employés. D'ailleurs, on parle de plus en plus en fait de manager un peu comme sur un modèle de coach en fait pour les managers. Donc manager comme un coach qui conduirait, qui coacherait une équipe de sport. Voilà. Et moi ce modèle, ça me parle en fait parce que en fait j'avais un super manager en fait dans un de mes premiers postes que j'ai eu au Crédit Lyonnais en France il y a longtemps déjà. Mais en fait, ce manager, on l'appelait le coach. Et c'était vraiment ça. On avait un sentiment en fait de coach. Et en fait, cette équipe a cartonné en fait pendant des années. On avait tous les rewards. On était premiers chaque année. Et j'ai également fait l'expérience en fait de travailler dans des équipes où les managers n'étaient pas
pas très bon, voire toxique, où on avait des démissions à l'appel, une ambiance déplorable et puis forcément des résultats importants sur la performance. Donc, effectivement, le manager, c'est vraiment très, très important. Et on va voir que tout ce qu'on va voir après, c'est bien de repartir pour vous avec des outils. Mais si vous ne les partagez pas directement avec votre équipe et entre vous et le reste de l'équipe, il y a quelqu'un d'autre et que cette personne-là, en fait, n'adhère pas, et ben, j'allais dire, tout le travail, en fait, que vous faites, il va servir à rien, en gros. Et donc, vraiment, le manager, c'est central. C'est le sentiment d'injustice. Donc, on va passer à ça et on a une petite vidéo sympa. La colère est l'une des émotions les plus primales du règne animal. En guise de démonstration, observez ces deux primates. Il s'agit de deux singes capucins qui s'apprêtent à accomplir la même tâche, rendre un caillou à la scientifique. Pour le récompenser de son dur labeur, le singe de gauche reçoit un morceau de concombre qu'il avale avec satisfaction. Mais comment pensez-vous qu'il va réagir lorsqu'il verra que pour la même tâche, le singe de droite reçoit un grain de raisin, une récompense bien plus appétissante? Il voit le grain de raisin, rend de nouveau le caillou, et en échange, encore du concombre. Vous trouvez ça juste? Lui non plus. N'oubliez pas qu'il y a quelques instants, le morceau de concombre lui convenait très bien. Mais depuis qu'une récompense plus alléchante lui est passée sous le nez, le concombre a un goût amer. La troisième fois, la frustration le pousse même à frapper sa cage avec le caillou. Vous devinez ce qui va se passer? C'est un sentiment qu'on a tous vécu enfin tous, beaucoup de gens en tout cas, et moi y compris dans mon temps, en milieu professionnel où, alors ça peut être n'importe truc, il y en a un qui a un plus grand bureau que l'autre, ou qui a été promu alors qu'on est plus senior, ou que voilà, ils ont récupéré tel client alors qu'on avait nous potentiellement plus d'historique avec le client, on connaissait beaucoup mieux le client. Donc, et on va voir, alors, je trouve que cette vidéo, effectivement, elle est très, très chouette. Mais on en reparlera parce qu'on reviendra sur l'injustice un peu plus tard. Cause de départ d'un employé, on a parlé du mauvais manager, on a parlé du sentiment d'injustice. Et là, on va mettre de côté, en fait, le salaire et la promotion, mais tous les autres points. En gros, opportunité de développement personnel, manque de reconnaissance, manque de sens, manque d'autonomie. Ça nous fait référence en fait à la pyramide de Maslow, de tous ces, j'allais dire, des besoins essentiels humains. Et donc voilà, on voulait parler de ça avec vous. La pyramide de Maslow, c'est une théorie de la motivation qui a été développée donc, par Abraham Maslow, qui est un psychologue, ça date maintenant dans les années 40. Et elle hiérarchise les besoins humains fondamentaux en 5 niveaux, donc du plus élémentaire au plus élevé. Donc on commence par les besoins physiologiques, donc typiquement manger, boire, dormir, respirer. Besoin de sécurité, donc se sentir en sécurité, se sentir à l'abri du danger. Besoin d'appartenance, donc être intégré socialement, avoir des relations, besoin d'estime, après être reconnu, valorisé, avoir confiance en soi, et un besoin d'accomplissement personnel, donc se réaliser et s'épanouir. Et donc cette pyramide, elle peut s'appliquer à la motivation des employés au travail, autant que dans la vie privée. Mais alors au travail, qu'est-ce que ça donne? Donc les besoins physiologiques, donc c'est un salaire décent permettant de subvenir à ses besoins de base. Le besoin de sécurité, c'est un emploi stable, donc avec des conditions de travail sûres et saines, des avantages sociaux, etc. Et donc là, c'est là déjà où on peut commencer un petit peu à réfléchir parce que moi, je vais reprendre un peu des exemples personnels, mais moi, par exemple, j'étais je travaillais en banque en 2008, en fait, donc j'étais à Londres quand Lehman ait fait faillite. Et je me rappelle très bien que j'étais dans cette grande tour là, au 25e étage, des cubicules de 4 dans un immense open space.
Et là, on nous annonce qu'en fait, il y a un énorme plan de licenciement et qu'il y a à peu près 20% du staff qui va être licencié pour raison économique. Donc 20%, c'est énorme. Et je repensais à ce petit cubicule parce qu'on était donc quatre et je me suis dit, bah, concrètement, là, sur les quatre, c'est quasiment, il y en a un de nous quatre, en fait, qui va devoir partir. Et forcément, je me suis dit, bah, dernière entrée, première sortie, quoi. Et donc, j'étais persuadée que ce serait moi. Le process de licenciement, parce que quand on a 20% d'un coup, en fait, ça dure longtemps, il y a des consultations collectives, etc. Donc ça prend du temps, mais c'est vrai que le besoin de sécurité, typiquement dans ces périodes-là, c'est compliqué en fait à gérer. Donc on se rend bien compte comment en fait ces besoins humains, ils sont pas, c'est difficile en fait à gérer avec le dynamisme en fait d'une entreprise. Besoin d'appartenance, donc un environnement de travail positif, des relations saines avec les collègues et le manager, un sentiment d'appartenance à l'équipe, à l'entreprise. Euh, Ça, c'est des choses qu'on peut plus facilement travailler, j'allais dire. Un besoin d'estime, donc être valorisé et reconnu pour son travail, avoir des responsabilités, recevoir des éloges, en fait, des récompenses, et puis l'accomplissement personnel. Euh, C'est-à-dire avoir des opportunités de se développer à la fois personnellement et professionnellement, donc des formations, des challenges qui stimulent, de l'autonomie pour s'épanouir. Et puis aussi ben, pouvoir identifier et visualiser des perspectives de progrès. Ça, c'est aussi important. Pour Maslow, pour qu'un employé soit pleinement motivé et engagé, il faut que ses besoins soient satisfaits à tous les niveaux de cette pyramide, donc en commençant par la base. Ça veut dire qu'en fait, si les besoins physiologiques sont pas remplis, ça va être difficile de passer au niveau du dessus, quoi. Euh, voilà. Maintenant, voulez-vous parler du modèle SCARF, qui Ouais, comprend. qui est un modèle de David Rock. Et effectivement, le concept, alors ça, pour moi, c'est très similaire à ce que disait Maslow, en fait. Ça s'applique bien au modèle, enfin, à la vie professionnelle. En gros, le concept du modèle SCARF, c'est de se dire que c'est d'activer le circuit de la récompense. C'est que de se dire qu'en activant ce fameux circuit de la récompense, bah, ça va driver justement de la motivation, de l'engagement, de la créativité, de la performance et tout ça. Alors que si on active plutôt le circuit de la menace, à ce moment-là, il y a fuite, angoisse, opposition, désengagement, méfiance. Et de toute façon, ça a été prouvé dans plein d'études, etc. C'est que tout ce qui est émotion négative, ça va impacter la performance de façon dramatique. Donc quelque part, le premier, la première chose que mentionne David Rock, c'est le statut. Je ne sais pas si Raphaël, tu veux parler un petit peu du Ah oui, ouais, statut. ouais, ouais, bien sûr. Ouais. Le statut, c'est aussi le statut social, c'est le titre, mais c'est vraiment le poids qu'on pense avoir au sein du groupe. Et le titre, on fait partie. Alors après, pourquoi c'est important? Parce que le circuit de la récompense avec un titre, un statut social, etc., ça, même au niveau physiologique, en fait, ça donne des shoots de dopamine, de sérotonine, en fait, et l'impact, c'est vraiment ben, un boost d'énergie. On se sent bien, nos moyens, en fait, augmentent. Donc ça a un impact, en fait, on se sent peut-être parfois même euphorique. C'est un impact, j'allais dire, physique et physiologique, en fait, sur la motivation. Euh, Maintenant, je voulais vous parler de ça dans le cadre, en fait, j'allais dire plus de ce qu'on appelle en fait les sources de motivation extrinsèques, c'est-à-dire qu'en fait, ce sont des facteurs extérieurs qui nous boostent, en fait, qui nous donnent cette motivation. C'est pour ça que je l'ai mis aussi dans le même cadre que l'argent. Et je voulais mettre ça en opposition à ce qu'on appelle des facteurs intrinsèques, comme la curiosité ou par exemple ou le fun. C'est faire des choses juste parce que ça nous plaît de le faire ou parce qu'on est curieux et en fait on s'intéresse au sujet parce qu'on a une passion.
pour donner du sens, par exemple, ou parce qu'on a un objectif particulier. Enfin, voilà. Donc, tout ça, en fait, ce sont des facteurs intrinsèques. Et on voulait montrer la différence parce que les facteurs extrinsèques, c'est bien, mais c'est un peu comme l'argent, en fait. C'est un plaisir, j'allais dire, ou une motivation temporaire. Le facteur intrinsèque de motivation, on appelle ça de façon technique expérience autotélique. Autotélique, ça veut dire qu'en fait, c'est l'activité elle-même en fait qui vous plaît et qui vous donne envie d'y revenir. Voilà. Ce qui nous amène à l'autre partie du modèle SCAR. Certitude, c'est donc avoir une idée précise de ce que nous réserve le futur. Le cerveau déteste l'incertitude, c'est-à-dire qu'on se prend des shoots de cortisol, de noradrénaline, on n'aime pas du tout tout ça. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'en cas d'incertitude, le cerveau va dépenser toute son énergie à faire des prédictions sur ce qui va se passer plutôt qu'à travailler. C'est ce qui se passe, je ne sais pas si vous avez vécu des réorganisations dans une entreprise. Moi, j'en ai eu plusieurs. Et à ce moment-là, il n'y a rien qui se passe parce que tout le monde est en train de se projeter. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Il y a plus personne qui travaille. Donc, un des leviers, et ça, c'est un premier outil qu'on veut partager, c'est effectivement l'idée d'une communication hyper régulière et transparente. Moi, quand je travaillais à l'époque, j'ai travaillé 10 ans chez TripAdvisor, il y avait des sessions de questions ouvertes mensuelles avec notre CEO. Et c'était pas mal parce qu'en fait, on envoyait toutes les questions étaient anonymes, c'est-à-dire qu'on envoyait des questions anonymement et pendant une session, ils pouvaient répondre. Ça a deux intérêts, c'est-à-dire que pour l'équipe de management, ça permettait de prendre le pouls et de savoir les questions que nous, on se posait. Pour nous, on avait certaines réponses. Après, ça ne veut pas forcément dire répondre à toutes les questions. On peut aussi dire, bah voilà, ça, on choisit de pas y répondre à ce moment-là pour X raisons. Mais ça permet vraiment voilà, de savoir ce que les gens pensent et quelles sont les inquiétudes et surtout de poser toutes les questions qu'on veut poser, même si parfois on n'ose pas. Il y a effectivement des outils après de gestion de projet qui peuvent être hyper simples, type Trello, Notion, Monday, qui permettent à chacun d'avoir accès à l'information à n'importe quel moment. Et bien évidemment, le feedback qui permet de savoir où on se situe. Alors, je ne sais pas quand vous avez donné du feedback pour la dernière fois, mais c'est un des outils. D'ailleurs, on va en parler un peu plus en détail, mais c'est un des outils importants aussi dans le côté engagement et motivation. Ouais, alors le feedback, on peut en parler ici rapidement. En fait, j'ai les basiques en fait du feedback. Alors, première chose, le dire tout de suite. Parce que oui, tu te rappelles, il y a un mois, quand tu as fait ci, ben non, en fait, je ne me rappelle pas. Et en fait, voilà, le feedback, c'est vraiment immédiat. Et je sais que c'est pas facile parce que des fois, il nous faut un peu de temps pour processer l'information, mais un feedback qui tarde trop, en fait, ça sert plus à rien. La deuxième chose, c'est être sincère. On a tous un détecteur, j'allais dire, voilà, ça se sent tout de suite. Ça se sent tout de suite, en fait, si on n'est pas sincère. Et la sincérité, ça renforce la confiance. Et ça, c'est hyper important parce que quand on est sincère aussi dans ces feedbacks qui sont négatifs, le jour où vous avez un feedback positif, on vous croit aussi et vice-versa, en fait. Donc ça, c'est quand même, c'est super important. Être précis. J'allais dire, valoriser le développement personnel. Euh, Ce que je veux dire par là, c'est ne pas limiter un feedback à ce qui est de la réalisation, au résultat, mais parler aussi de ce qu'on a observé sur les moyens mis en place et sur l'attitude du collaborateur. Et ce qui m'amène en fait à être factuel, c'est-à-dire quand je parle d'attitude du collaborateur, c'est rester quand même très très factuel, c'est-à-dire oui, tu as parlé mal à Sophie. Ben non, en fait, ça, c'est un jugement. C'est-à-dire, quand on dit, pardon, je t'ai trouvé dur quand tu as dit, tu as fait du sale boulot à Sophie, ben, d'un seul coup, c'est factuel. Voilà, ça fait partie du être précis. Et on ferme une habitude parce que donner du feedback, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir une dimension un peu émotionnelle aussi de s'affirmer, d'exprimer son opinion.
Ça peut paraître parfois un peu difficile. Plus ça devient une habitude et plus en fait ça devient facile. Voilà. L'autonomie qui est super importante aussi. C'est vrai et là, on voulait faire la différence entre posture haute et posture basse. Souvent, la posture la plus classique chez les managers, ça va être la posture haute. C'est-à-dire, je me positionne un peu en tant qu'expert par rapport aux collaborateurs et je vais dire un peu quoi faire et comment le faire. Je vais être assez directif et je vais donner la solution. La posture basse, au contraire, ça va être de considérer qu'on ne sait pas finalement mieux que l'autre et on va inviter à réfléchir, on va être plus ouvert, on va être à l'écoute. C'est un peu la posture de manager coach. Samia, tu parlais du coach tout à l'heure. Je vais me débrouiller pour faire émerger les réponses et les meilleurs managers sont souvent en posture basse. Moi, j'ai eu un boss justement chez Trip. En fait, il donnait jamais de réponse. C'est-à-dire qu'on arrivait dans son bureau, enfin moi en l'occurrence, j'arrivais dans son bureau, je lui disais voilà, j'ai tel problème, et puis il m'aidait pas, mais rien que mais je sais pas, et je ressortais de là, j'étais quand même, j'avais avancé ma réflexion parce qu'il m'avait posé deux, trois questions et j'étais capable de, bah, ça m'avait été. Donc c'est vraiment de se mettre dans cette posture de manager coach. Donc un autre moyen, ça va être de parler de questions, enfin de privilégier les questions ouvertes versus fermées, et surtout même en termes de vocabulaire utilisé, c'est d'oublier tout ce qui est pourquoi, parce que ça va être enfin, c'est assez accusatif le pourquoi. Bah, pourquoi voilà. Les clients n'ont pas signé ce trimestre, pour reprendre un truc de vente, c'est beaucoup plus accusatif que bah, est-ce que tu peux me dire qu'est-ce qui a fait que les clients ont eu du mal à signer? C'est deux façons de voir les choses et voilà, qui peuvent aider en termes de posture. Et d'ailleurs, dans le pack qu'on vous propose à la fin, il y a un pack de questions clés justement euh, à poser pour faire avancer la réflexion. Euh, donc voilà pour l'autonomie. L'autre gros morceau, ça va être effectivement les relations. Les relations dans l'équipe, c'est hyper important. Alors, il y a une équation de la relation qui dit c'est quoi la bonne ambiance? C'est en gros pimenter la vie de bureau, plus faire tomber les masques, être authentique donc, et passer du temps, passer du temps ensemble, et tout ça est multiplié par la culture d'entreprise. Plus celle-ci est forte, plus ça va fonctionner. Il y a une étude enfin, il y a des chiffres qui sont sortis et qui disent que pour les 18-22 ans, donc qui sont la nouvelle génération, l'ambiance entre collègues est plus importante que le salaire pour choisir une entreprise. Donc c'est un truc énorme. Ça fait vraiment partie de la motivation et ça passe par plusieurs choses. Ça peut être effectivement un espace de vie. Alors si on est en physique, de pouvoir se rencontrer, d'avoir des endroits pour échanger, pour travailler ensemble, pour prendre un café, pour faire ce qu'on veut. Et je crois que Raphaël, toi, tu as des exemples en plus, même en virtuel. Ton mari, il est dans une situation virtuelle. Il y a plein de choses qui sont faites pour Ouais, l'espace. ouais, non, alors après, oui, oui, alors c'est juste un exemple, mais moi je pense à cette équipe, en fait, ils sont sur 3 sites différents et en fait, ils ont mis en place comme un système de conf call géant, en fait, en audio, hein, pas en vidéo. Donc avec on appelle les grosses pieuvres en fait qui sont posées en fait sur le desk. Donc on peut mettre en silencieux, enfin en mute ou pas, hein, mais en fait ce qui permet en fait de connecter en fait les bureaux en permanence. Donc le premier qui arrive le matin en fait l'allume et on entend ce qui se passe dans les autres bureaux. L'idée étant d'avoir un grand comme un grand open space avec voilà, les 3 sites en direct. Et donc, quand il y a une question, ah oui, mais comment tu fais ça? Tiens, je suis en train de faire ça. Enfin, voilà, donc c'est en direct, tout le monde tout le monde peut participer. Tout dépend en fait de la façon de travailler des gens, mais pour des équipes qui auraient-elles été sur un même lieu de vie, en fait, auraient été en open space, et ben en fait c'est une façon de remettre ça en place de façon assez simple et ça marche. Voilà. Et après, il y a d'autres choses. Et on peut effectivement mettre des choses en place pour que les gens apprennent à se connaître. Parce que quand on ne connaît pas les gens, bah, le cerveau, de toute façon, il va se méfier. On aime les gens qui nous ressemblent et qu'on connaît. Donc, il y a plein d'outils. Un outil que j'aime bien, moi,
c'est quand les gens arrivent, de leur faire remplir un document qui s'appelle mon mode d'emploi au travail pour que tout le monde sache en gros quels sont ce que la personne aime ou n'aime pas. Alors il y a plein, et pareil, on a dans le pack, on a le questionnaire, etc. Mais pour te donner des exemples, ça peut être, il y a des sections du style bah, mon rapport aux autres, en fait, c'est quoi ma principale allergie, c'est les autres. Est-ce que c'est que les gens qui sont en retard, typiquement, moi, c'est le genre de truc qui me rend hystérique, les gens en retard. Mais voilà, au moins, les gens sont au courant que, bah, Melinda, quand on a rendez-vous, il vaut mieux être à l'heure parce que sinon, ça va mal commencer. Ou qu'est-ce qui, chez moi, peut agacer les autres aussi. Je sais que, par exemple, bah, souvent, je parle fort. Donc, voilà, soyez prévenus. Après, on peut parler des contraintes personnelles. Alors, qu'est-ce que j'ai comme contrainte personnelle? Peut-être que telle personne doit déposer ses enfants à l'école le matin et que du coup, bah, voilà, il vaut mieux décaler les réunions, enfin mettre des réunions avec elle à partir de 9h30 plutôt que 8h pile ou 9h pile. Et après, enfin, et un dernier exemple, parce que je ne peux pas tous les faire, mais c'est par exemple, quels sont les bons moments de réunion pour moi? Typiquement, moi, le pire moment pour mettre une réunion, c'est le soir, parce que moi, je commence très tôt le matin. Et c'est marrant parce qu'on en parlait avec Raphaël pas plus tard qu'hier ou avant-hier, je sais plus. Où moi, c'est pas la peine. C'est-à-dire que je vais pas être concentrée, j'y arriverai pas. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça qu'on peut partager de façon à ce que les gens se connaissent un peu plus et surtout fonctionnent beaucoup mieux ensemble et se sentent c'est vrai que quand on nous demande ça, enfin, quelles sont nos préférences et voilà, comment on travaille le mieux, on se sent valorisé. C'est un petit shoot de sérotonine, ce qui fait toujours du bien. Et l'idée, enfin, la dernière chose, enfin, toutes ces choses-là qu'on vous partage, c'est génial. Mais le but, c'est aussi d'éviter le syndrome de la Saint-Valentin. C'est-à-dire que la Saint-Valentin, c'est un peu si votre partenaire, quel qu'il soit, en fait, le jour de la Saint-Valentin, vous allez dans un super resto, vous apporte des fleurs ou des chocolats, enfin, je sais pas ce que vous aimez, mais bon, bref, il vous faut passer une super soirée. Sauf que tous les autres jours de l'année, eh ben, il fait rien. Bah, ça sert à rien en fait. Et pour l'engagement d'une équipe, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ça se construit, c'est des petites choses régulièrement et non pas un événement une fois par an. Ouais. Et là, exactement ce qu'on vous montrait, par exemple, enfin, bon, c'est une photo comme une autre, mais on a mis des cartes de coaching, c'est un petit peu pour faire la météo, en fait, pendant les réunions. C'est pas des choses que forcément, on n'a pas forcément envie de sortir ces cartes à chaque fois, mais une fois de temps en temps, mettre un petit peu de ce qu'on appelle de gamification maintenant euh, dans le quotidien, en fait, de l'équipe. Ça participe en fait à ça et ça se fait au quotidien en fait. L'autre point important, c'est la reconnaissance. Donc, il faut savoir que 7 salariés sur 10, en gros, souffrent d'un manque de reconnaissance. Donc, les recherches montrent en fait exactement, c'est 66% des employés seraient prêts à quitter leur job s'ils ne sont pas valorisés. Donc, c'est vraiment un gros signal d'alarme sur l'importance de la reconnaissance dans les interactions au quotidien au boulot. Euh, voilà, donc ce que je voulais vous proposer ici, c'est un outil développé par Gary Chapman qui s'appelle les 5 langages de la reconnaissance au travail. Et donc, ben, pour vous, perso, en fait, si ça vous intéresse aussi, c'est que l'outil à la base s'appelait les 5 langages de l'amour et a été créé en fait ben voilà, pour les relations plutôt amoureuses et a été après, j'allais dire, développé en fait sur d'autres champs d'activité comme les relations au travail. Euh, donc, c'est assez intéressant. Donc, de quoi ça parle en fait? Ça veut dire qu'en fait, on a tous en fait, enfin voilà, les 5 grands langages de la reconnaissance et on en a tous un qu'on a tendance à préférer ou à un autre. Le premier, c'est le mot d'affirmation. Donc, ça c'est les compliments verbaux. Euh, donc, c'est prendre le temps de féliciter les gens avec qui on travaille, exprimer sa gratitude, reconnaître leurs efforts et l'impact qu'ils ont sur l'équipe. Le deuxième, c'est les actes de service. Donc, c'est exprimer sa reconnaissance par l'action.
C'est éventuellement donner un coup de main à quelqu'un voilà, qui est sur une tâche un peu compliquée ou qui manque de temps. C'est des gestes simples comme par exemple, vous allez nettoyer votre ordinateur, vous apportez un chiffon, vous proposez le chiffon à votre collègue qui est à côté parce qu'il a comme ça, il a sous la main. Et puis voilà, c'est des petits détails comme ça. Après, il y a les cadeaux qui sont des signes d'attention, en fait. On est dans une masterclass sans budget, mais ça peut être juste aller se prendre un café, ramener un café, en fait, à son collègue. Ça veut dire éventuellement, une fois de temps en temps, ramener des croissants le matin. Euh, voilà. Le quality time. Le quality time, c'est offrir son attention sans distraction. Donc, c'est prévoir des moments privilégiés avec des collaborateurs pour renforcer du lien. Ça peut être en fait des expériences one-to-one ou ça peut être du groupe. Alors là, après, on peut parler aussi d'organiser des restos, des séminaires d'entreprise, hein, mais on peut aussi prévoir du temps où vraiment il y a. C'est vraiment une question d'attention, en fait. Une attention, on ne fait pas autre chose en même temps. Euh, le contact physique, alors forcément, dans le monde de l'entreprise, c'est vraiment à manier avec prudence, surtout en ce moment. Mais un high five ou une petite tape amicale sur l'épaule pour dire, ben voilà, bon boulot et tout, en fait, ça peut vraiment faire plaisir, en fait. C'est des petits signes simples. L'idée, en fait, c'est encore mieux, c'est de comprendre, en fait, d'adapter sa manière d'exprimer sa reconnaissance à celle des collaborateurs avec qui on travaille. Par exemple, si on a quelqu'un qui a plus les mots d'affirmation, et ben profiter par exemple d'une réunion et de faire en fait de le féliciter publiquement sur son rôle, par exemple sur un projet. Si on travaille avec quelqu'un qui est plus sensible aux actes de service, c'est lui, par exemple, lui dire, bah voilà, tu as fait un super boulot, si tu veux, tiens, une journée de travail en télétravail supplémentaire pour le remercier pour son travail. Si on a quelqu'un qui est plus branché cadeau, et ben, une carte gâteau, par exemple, pour son resto son resto préféré. Quality time, ça peut être faire un déjeuner avec ce collègue-là pour discuter de ses idées sur un projet qu'on est en train de mettre en place, par exemple. Donc, toujours un petit peu, bien sûr, le lier au travail, mais le lier aussi à la personne que vous avez en face de vous. Et on fournira un pack avec de multiples tests, mais en fait, il y a un petit test aussi, si ça peut être un truc sympa et rigolo à faire en équipe. En fait, le test de savoir quel est le langage de la reconnaissance que préfère en fait chaque collaborateur. Ouais, et puis après, ça peut être aussi selon la situation de la personne. Peut-être que si vous vous rendez compte que cette personne, effectivement, elle manque de confiance, et ben, le mot d'affirmation, ça peut être un vrai signe de reconnaissance, comme disait Raphaël, de parler dans la réunion devant le big boss, de vanter le travail que la personne a fait. Ça peut être très, très chouette. Si une personne vient de déménager, d'emménager, ben là, la carte cadeau, ça fait plus de sens, peut-être, parce que voilà, il a besoin d'une nouvelle, je sais pas moi, un truc pour sa maison, etc., etc. L'idée aussi, enfin, c'est quelque chose qui va vraiment nous motiver, ça va être par rapport à la culture et aux valeurs de l'entreprise. Donc, la première chose, c'est effectivement, est-ce que ces valeurs sont claires dans l'entreprise? Et l'idée, c'est une fois qu'elles sont définies, c'est vraiment de les incarner et de les décliner. Il y a 4 questions enfin, pour moi, il y a cette grosse valeur globale de l'entreprise, c'est-à-dire pourquoi, le fameux pourquoi de l'entreprise. Et en dessous de ça, OK, en dessous du pourquoi de l'entreprise, qu'est-ce qu'on fait? Bah, le pourquoi de l'équipe même, c'est-à-dire votre équipe, elle, c'est quoi son pourquoi, c'est quoi son rôle dans l'atteinte de ce grand projet de l'entreprise. Et ensuite même, c'est quoi le pourquoi du collaborateur, c'est-à-dire c'est quoi son rôle à lui, qu'il ait une vision très claire de sa contribution au sein de l'équipe et donc au sein de l'entreprise, et quitte à l'amener jusqu'à chaque demande, c'est-à-dire tous les projets qu'on accepte ou pas,
quel est leur, voilà, quel est leur pourquoi, que ce soit vraiment clair, quel est leur rôle dans l'accomplissement de ce grand pourquoi de, euh, de l'entreprise, en fait. Alors, Et je- les valeurs après à décliner, on va te parler des trends. J'allais dire, en fait, quelles sont les valeurs en fait qui comptent beaucoup, j'allais dire, pour les employés aujourd'hui. Donc, valeurs montantes, diversité et inclusion. Donc, c'est vraiment promouvoir une culture d'inclusion où les différences sont vraiment perçues comme une richesse. En fait, c'est ça qui fait vraiment la différence, hein. C'est vraiment dans le mot inclusion et pas comme, bon, on fait avec. Euh, euh, Flexibilité du travail. Euh, donc, c'est vraiment en développant des modes de travail plus flexibles, responsabiliser ses équipes, favoriser le bien-être. Donc, par là, bien-être, c'est équilibre vie perso, vie pro. Et voilà, donc tout ça, c'est des facteurs assez importants. Et le dernier, c'est qu'on a identifié, c'est le management participatif. Donc voilà, c'est passer sur des modèles de gouvernance un peu plus moins hiérarchiques. Et donc ça, c'est vraiment perçu aujourd'hui en plus comme des facteurs d'amélioration de la compétitivité et de l'ambiance de travail, clairement, baisse du stress. Accélération, voilà, tout ce qui est développement durable, etc. Donc aujourd'hui, les sondages montrent que 80% des Français sont vraiment à la recherche de ce genre de management. Et comme on parlait tout à l'heure, en fait, cette idée un peu du manager coach, ça c'est aussi, on parle beaucoup d'intelligence collective aussi, hein, vraiment encourager les échanges d'idées pour plus de créativité et d'innovation. Donc ça, c'est aussi développer, ça va aussi avec développer l'autonomie et la responsabilisation des équipes. Euh, voilà, donc ça, c'est vraiment des choses, comme disait Melinda, peut-être à identifier, à incarner aussi, à décliner dans les différents secteurs d'activité de l'entreprise. Et on passe au franc-jeu. Ouais, on a commencé avec le franc-jeu, on finit avec le franc-jeu et avec Yannick Noah. Alors, je ne sais pas quel âge vous avez, mais si vous avez connu la Coupe Davis, quand Yannick Noah a gagné la Coupe Davis avec la France, c'était à Lyon, je me souviens parce que j'étais à Lyon à l'époque. Et juste pour dire que, en fait, le franc-jeu, souvent, enfin là, on a parlé, quand on parle d'engagement d'équipe, on parle aussi beaucoup de faire des trucs chouettes, des fun, des trucs, on fait des sorties ensemble. Mais il n'y a pas que ça, euh, il y a aussi dire les choses qui fâchent quelque part. Il y a ce côté, bah, les masques dont on a parlé un petit peu tout à l'heure. Et notamment, il y a un très bon bouquin qui explique justement le succès, les clés du succès de la Coupe Davis avec Yannick Noah. Et notamment, il y a Henri Lecomte qui raconte que, bah, en fait, il y avait des vrais. Ils ont dû vraiment échanger avec. C'était Guy Forget à l'époque, Yannick et Henri Lecomte, parce qu'il y avait des rivalités entre eux, des non-dits, des frustrations. Et en fait, ils ont eu cette vraie discussion, ils se sont dit les choses, ils ont crevé l'abcès, et c'est ce qui a permis qu'après, ils deviennent cette magnifique équipe. Et il y a un autre passage qui est assez incroyable, qui dit, qui est Lecomte, qui à l'époque, alors, Lecomte, il n'est pas en super forme, il n'est pas physiquement, il a genre 10 kilos de trop, il a perdu plein de trucs. Et il dit, mais en fait, quand un mec comme Yannick te donne sa confiance et qu'il dit, ouais, bah, tu vas y arriver, ben, en fait, bah, tu le fais, quoi. Tu n'as pas envie de le décevoir. Donc, il y a aussi le regard qu'on peut porter sur ses collaborateurs, qui est un peu, enfin, c'est l'effet Pygmalion, mais c'est genre, si voilà, vous êtes motivé et vous avez envie de faire confiance, et ben, ils vous donnez à fond et ils le seront aussi. Donc voilà, je trouvais que c'était une belle conclusion. Et il y a d'ailleurs il y a un atelier très sympa qui est dans le pack pour faire un truc autour de justement de cette équipe, pour motiver et de découvrir les valeurs de cette équipe de la Coupe Davis. Et voilà, pour le franc-jeu. Donc, franc-jeu, les choses positives, mais aussi les choses à dire et voilà, qui ne sont pas toujours agréables, mais qui permettent le bon fonctionnement de l'équipe. Le récap.
Euh, Motiver ces équipes, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, les facteurs de motivation extrinsèques, comparés aux facteurs après plus intrinsèques. Donc, typiquement, l'argent, les titres, le statut. On a parlé de la certitude, la sécurité émotionnelle comme besoin humain. Donc, penser aux sessions de questions ouvertes ou voire anonymes aussi. Mais donc, voilà, euh, prendre, voilà, écouter les questions, utiliser des outils de gestion de projet qui soient disponibles et ouverts à tous. On a parlé des feedbacks. On a parlé ensuite, en fait, de l'autonomie, donc limiter l'incertitude pour se sentir, ben voilà, se sentir estimé, s'accomplir. On a parlé prendre une posture plus basse versus la posture haute, de poser des questions ouvertes. On a parlé en fait d'éviter la question pourquoi et le remplacer par qu'est-ce que ou comment. On a parlé des relations, donc développer des amitiés, un des facteurs numéro un de rétention des employés. Euh, Aimer aller au boulot, sentir qu'on a un futur dans l'entreprise. Donc, on a parlé là des espaces de vie, d'apprendre à se connaître, de le faire tous les jours, enfin au quotidien. On a parlé de la reconnaissance, on a parlé des valeurs et de la culture d'entreprise, les identifier, incarner et les décliner. Et enfin, on a parlé du franc-jeu, comment dire et faire mieux. Et maintenant, on va vous parler de nos deux produits, en fait, de nos deux offres, si vous voulez approfondir ce dont on a parlé. Le premier, c'est le pack dont Melinda a commencé à parler, le pack avec plein d'outils, motiver ses équipes sans budget. Est-ce que tu veux un petit peu en parler, Melinda? L'idée, c'était effectivement de faire un pack avec plein de choses que vous pouvez prendre et appliquer tout de suite parce qu'on n'avait pas le temps de tout faire. Mais il y a plein de trucs. Donc, il y a des outils et il y a aussi des ateliers clés en main où vous pouvez juste faire des trucs un peu sympas avec votre équipe. Alors, j'ai par exemple le truc disque, qui sont un peu des tests de personnalité. Enfin, pas de personnalité, enfin, si, un peu de personnalité, mais pour comprendre comment chacun au sein de l'équipe fonctionne et voilà, et apprendre à mieux se connaître. Il y a plein de choses, il y a justement enfin, on vous laissera lire, mais comment favoriser l'engagement, comment créer une vision tous ensemble, comment se découvrir, et des techniques, des outils qui sont facilement applicables. S'exprimer et aussi gérer les conflits, parce que ça, on n'a pas trop eu le temps d'en parler, mais comment on peut aussi recadrer positivement, parce que oui, c'est possible, on n'est pas forcément... il y a des techniques qui sont notamment des techniques de manager coach qui sont basées sur le questionnement pour recadrer plus facilement. Ouais, il y a la CNV. Je pense que effectivement, je crois que on l'a mis aussi dans le pack euh, comment exprimer ses besoins par rapport à la communication non violente. Il y a plein de trucs. Il y a découvrir ses drivers pour comprendre comment on fonctionne. Enfin bon, il y a plein de choses. Et pour gagner un maximum de temps et pouvoir avoir plein d'idées tout de suite, et notamment, je pense que ce qui est souvent le plus sympa, enfin, nous, les gens avec qui on travaille en général nous disent, c'est les ateliers clés en main, parce que du coup, voilà, ça se fait facilement pendant une réunion d'équipe, mais c'est ce qui va, pour revenir à la formule de la, de l'engagement notamment et des relations au travail, c'est ce qui va créer aussi la nouveauté et qui va permettre d'apporter des petites choses nouvelles qui font qu'on a envie de travailler dans cette équipe et de faire partie de cette équipe. Et après, il y a effectivement, et Raphaël, tu vas en parler, un truc un peu plus intégré. Alors là, c'est vraiment en fait ce qu'on vous propose, c'est une session en fait qu'on fait. Ça, c'est vraiment des sessions, j'allais dire stratégie avec donc bon pour un responsable d'équipe. Donc stratégie, c'est vraiment 3 heures. Normalement, c'est en one-to-one, mais là, ce qu'on vous propose, c'est un peu les strass, c'est en le faire en two-to-one. Donc c'est Mélinda et moi en même temps, donc avec deux visions différentes sur votre business et puis deux expertises un peu différentes parce que bon. Linda a l'expertise neurosciences, moi j'ai l'expertise plus business coaching. Et donc voilà, de voir avec vous qu'est-ce
comment travailler la stratégie de motivation de vos équipes. Donc en pratique, c'est utile si vous avez besoin de revitaliser l'engagement dans l'équipe en définissant une direction claire et stimulante pour toute l'équipe. Si vous voulez améliorer la communication interne pour renforcer la cohésion et la synergie d'équipe, ou si vous voulez tenter des nouvelles choses, j'allais dire innover avec des pratiques managériales un petit peu différentes pour booster l'efficacité globale. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? En fait, on prend 3 heures ensemble pour développer un plan stratégique personnalisé, donc clair et structuré, pour s'adapter parfaitement à la spécificité et aux besoins de votre équipe. Et après, établir une feuille de route très claire pour évaluer la situation actuelle et la faire évoluer vers une réalité améliorée et plus dynamique. Mais en plus, en fait, si vous prenez la session, c'est pas la peine de prendre le pack dont parlait Mélinda précédemment parce qu'il il sera inclus dedans. Voilà. Ces sessions, elles sont à 350 € pour 3 heures avec 2 coachs. Voilà, c'est parce que nous, on est en train voilà, de développer notre travail ensemble. Donc, voilà, profitez-en. C'est juste pour cette masterclass.